Nous sommes avec Aurel Courcelle, qui est vice-président planification fiscale et successorale chez le groupe Investors. Aujourd'hui, nous allons parler de céder sa propriété de vacances à la prochaine génération. Bienvenue, Aurel. Merci. Alors, compte tenu de votre expérience, j'imagine que de nombreux clients vous consultent pour savoir justement quelle est la meilleure façon de céder sa propriété de vacances à la prochaine génération. Dites-moi, avez-vous noté une augmentation du nombre de demandes à ce sujet? Et si oui, pourquoi pensez-vous que la question revienne si fréquemment? Bien, la question du transfert de la propriété de vacances d'une génération à une autre préoccupe de plus en plus de gens parce que c'est un actif qui cause souvent des conflits, autant au niveau des enfants qu'au niveau des parents et les enfants ensemble. Alors, c'est quand même un actif qui peut causer beaucoup d'ennuis. Et voilà pourquoi ça semble prendre un peu plus d'envergure, disons, au niveau des questions qu'on reçoit des clients. Alors, le transfert d'une génération à l'autre de cet actif peut être problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, une résidence de vacances n'a non seulement une valeur financière, mais aussi une valeur sentimentale, autant pour les parents que pour les enfants. Alors, les enfants ont souvent déjà une résidence principale. Alors, ils ont leur maison, mais ils n'ont pas nécessairement la propriété de vacances. Ils utilisent celle des parents, soit quand les parents sont là, ou peut-être quand les parents ne sont pas là, ils l'utilisent de temps à autre. Et ce qui arrive cependant, c'est qu'ils vont quand même avoir un certain attachement à cette propriété-là. Et lorsque les parents décèdent, ces jeunes-là ou ces enfants-là peuvent être très à l'aise avec vendre la maison des parents pour ensuite prendre les produits et se les diviser, mais ils ne seront pas nécessairement à l'aise de vendre la propriété de vacances, justement parce qu'il y a cet attachement, cette valeur sentimentale qu'ils ne sont pas prêts à vendre et se partager les produits. Alors ça peut causer des ennuis à ce niveau-là. Il y a aussi la question de la valeur maintenant qui est élevée des propriétés de vacances. Alors, dans les dernières années, on a vu beaucoup d'augmentation de valeur des chalets, des propriétés de vacances. Et ce qui arrive, c'est que lorsque les parents décèdent et veulent diviser les actifs entre les enfants, parfois le chalet peut avoir beaucoup de valeur relative aux autres actifs, qui peut causer des problèmes en termes de garder le chalet dans la famille si on n'a pas suffisamment d'actifs pour égaliser avec possiblement les autres enfants. Et le troisième item qui cause beaucoup de problèmes, c'est l'impact fiscal. Ça va sans doute que si le chalet augmente en valeur, si on a déjà utilisé l'exemption pour résidence principale contre la maison, par exemple, on va devoir payer l'impôt sur le gain en capital sur la propriété de vacances. Et ce que ça veut dire, c'est que si on veut garder cette propriété de vacances dans la famille, il doit y avoir les liquidités dans la succession des parents ou du parent survivant pour payer cet impôt-là. Et si cette liquidité n'est pas là, bien, il faut peut-être que les enfants prennent charge et vont peut-être même devoir emprunter pour pouvoir payer l'impôt pour garder justement cette propriété de vacances-là. Alors, ça peut vraiment causer des problèmes et de la friction entre les membres de la famille une fois que les parents sont décédés. Vous avez fait allusion à l'aspect fiscal qui suscite passablement d'inquiétude. Pouvez-vous nous expliquer en termes simples comment l'impôt est calculé pour nous donner une idée générale de son fonctionnement? Je vais essayer, mais j'encourage fortement les gens de consulter leur comptable spécialisé dans le domaine, car c'est quand même assez complexe et chaque situation est très différente. Mais en général, on va commencer avec comment est calculé le gain en capital. Et essentiellement, lorsqu'on parle du gain en capital, c'est la plus-value de la propriété de vacances depuis le coût essentiellement depuis son achat. Et il va y avoir des ajustements quand même à ce niveau-là, mais la plus-value est imposable à titre de gain en capital. Si cependant la propriété de vacances a diminué en valeur, malheureusement, les pertes ne peuvent pas être déduites contre les gains en capital. C'est malheureux, mais la loi de l'impôt dit spécifiquement qu'une perte en capital ou une perte réalisée lors de la disposition d'un bien à usage personnel n'est pas déductible. Ce n'est pas juste, mais ce sont les règlements avec lesquels on doit faire affaire. Alors, ça cause un peu d'ennui à ce niveau-là. Il faut aussi se souvenir qu'il y a non seulement la vente d'une propriété de vacances qui va occasionner le gain en capital, mais il peut y avoir aussi soit le don à peut-être un enfant, l'ajout d'un propriétaire conjoint,
ou d'autres choses qui pourraient occasionner que le gain en capital soit présumé réalisé. Et à ce niveau-là, si on prend un exemple où peut-être qu'on a acheté la propriété de vacances pour, disons, 150 000 et qu'elle en vaut aujourd'hui 750 000 ça veut dire qu'on a un gain en capital de 600 000 la différence entre 750 et 150 000, un gain en capital total de 600 000 Les gains en capital sont seulement 50 imposables, qui veut dire que dans la déclaration de revenus, il faut inclure un revenu de 300 000 maintenant, il faut payer l'impôt sur ce 300 000 $-là. Dans la majorité des provinces, on est rendu avec un taux marginal le plus élevé de, grosso modo, 50 Alors, peut-être des fois, dans certaines provinces, c'est même un peu plus élevé, mais disons 50 qui veut dire que l'impôt pourrait être autant que 150 000 sur le gain en capital de 600 000 sur cette propriété de vacances-là. Alors, c'est quand même un montant assez remarquable. Ça ne veut pas dire que tout le monde va payer l'impôt à 50 Mon taux marginal pourrait être moins élevé, je peux avoir beaucoup moins de revenus que quelqu'un d'autre et le plus de revenus qu'on a, le plus élevé est le taux d'imposition. Alors, en ayant moins de revenus, peut-être que le plein 300 000 ne sera pas sujet à l'impôt à 50 il va peut-être en avoir seulement une partie. Il y a aussi la question de transfert de résidence ou de propriété à un conjoint. Et il y a une exception à la règle où si on transfère un conjoint, le transfert se fait au coût. Et en se transférant au coût, au lieu de la juste valeur marchande, le gain n'est pas présumé réalisé. Alors, une petite distinction à faire à ce niveau-là. Les transferts à quelqu'un autre qu'un conjoint, on va réaliser le gain. Si on transfère au conjoint, on ne réalise pas le gain. Existe-t-il des façons de limiter ou de réduire les gains? La première chose que je suggère aux gens, c'est de garder tous les reçus qui sont reliés à toutes les améliorations qu'il aurait pu faire la propriété de vacances. Et quand je parle de reçus qui sont reliés aux améliorations à la propriété et pas nécessairement à l'entretien, puisque ce ne sont pas des dépenses qu'on peut ajouter au coût de base. Et je ne parle pas du mon temps pour le travail qui a été fait pour améliorer la propriété. Alors, on parle strictement de dépenses qui sont reliées, par exemple, à peut-être la construction d'un quai qui n'existait pas auparavant ou des ajouts à la propriété de vacances. Pas nécessairement toutes les dépenses, mais les dépenses majeures. Et ce que ça fait, c'est que ça vient augmenter le prix de base. Et en augmentant le prix de base, la différence entre la juste valeur marchande au moment de la disposition et le prix de base et le gain en capital sur lequel on paye l'impôt. Alors, si on peut augmenter le prix de base, on réduit automatiquement le gain. On ne peut pas jouer avec la juste valeur marchande, mais on peut possiblement réduire le gain en augmentant le prix de base. Et si on a fait suffisamment d'amélioration, il est possible de le réduire, peut-être même l'éliminer. Malheureusement, on ne peut pas réaliser de pertes, mais on peut quand même réduire le gain possiblement jusqu'à zéro. Alors, ce serait très avantageux. Ce que je suggère aussi aux gens, c'est que s'ils ont deux propriétés, alors s'ils ont la maison et la propriété de vacances, ils devraient non seulement conserver tous les reçus et la documentation reliée à la propriété de vacances, mais ils devraient aussi tout conserver pour la maison. Parce qu'on ne sait pas, à ce moment ici, si on va utiliser l'exemption pour résidence principale contre la propriété de vacances ou si on va l'utiliser pour la maison. Alors, si on a les reçus pour les deux et la documentation pour les deux, on peut s'assurer qu'on a augmenté le coût de base autant que possible pour les deux et ça nous donne la flexibilité lors de la disposition du premier à décider si on veut l'exemption contre le premier ou si on veut préserver ce montant-là pour ne pas payer d'impôt sur le gain en capital de la deuxième vente. Alors, c'est tout au sujet de la flexibilité, mais aussi d'essayer de réduire le montant sur lequel on va payer d'impôt. Un autre exemple où on peut possiblement réduire le gain en capital est si on a hérité d'un chalet ou une propriété de vacances de peut-être son parent, un de ses parents ou d'un membre de la famille. Et la façon que ça fonctionne, c'est au moment du décès du parent, il y a une disposition présumée à la juste valeur marchande. Le gain en capital à cette date-là est imposé dans la déclaration de revenu finale du parent. Et c'est justement cette juste valeur marchande-là qui devient mon coût de base. Alors, ce qui arrive, c'est au moment où je vais vendre ou disposer de cette propriété de vacances-là, ça peut être bien des années dans le futur. Alors, comment est-ce que je vais justifier cette valeur-là? Je dois avoir de la documentation. Ce que je recommande normalement, c'est qu'on demande
d'avoir une copie de la déclaration finale, la déclaration de revenu finale du parent, qui va démontrer la valeur marchande qui a été rapportée, qui devient mon coût de base. Alors, très important de garder cette documentation-là parce que ça peut prendre plusieurs années avant qu'on l'ait besoin, mais si on ne sait pas où on va le placer, ça va causer des ennuis et ça peut nous coûter de l'impôt. Prochaine situation est reliée à l'exonération de gain capital à vie de 100 000 $ qui existait avant, pour les immeubles ou les immobilisations, jusqu'à 1992, avant 1993. Et avant ce temps-là, on pouvait demander cette exonération-là contre n'importe quel gain capital, mais le fisc, à ce temps-là, a éliminé ce 100 000 $-là qu'on pouvait utiliser contre n'importe quelle propriété, mais ils ont permis aux contribuables de faire un choix sur leur déclaration d'impôt pour utiliser le sol qu'ils n'avaient pas utilisé pour augmenter le coût de base des actifs qu'ils avaient pour pouvoir en profiter et exonérer une certaine partie des gains capital qui n'avaient pas été réalisés. Alors, on n'avait pas besoin nécessairement de vendre la propriété de vacances, mais on pouvait faire un choix pour augmenter le coût de base à un montant plus élevé sans nécessairement avoir eu à le vendre à ce moment-là. Alors, c'est un autre exemple de comment on peut avoir réussi à réduire le gain capital qui aurait été imposable. Mais probablement la façon la plus importante est de consulter un comptable au moment de la vente pour savoir si on devrait utiliser l'exemption pour gain capital contre le gain sur la propriété de vacances. Alors, il y a bien des gens qui vont l'utiliser contre la maison ou présumer que c'est seulement disponible lors du moment de la vente de la maison, mais on a quand même un choix. Si on vend ou transfère la propriété de vacances avant la maison, on peut utiliser cette exemption-là contre ce gain-là, mais c'est un choix qu'on doit faire à ce moment-là. On ne peut pas le faire plus tard. Alors, consulter un comptable à ce moment-là est très important. Il semble donc que de désigner la propriété de vacances comme résidence principale soit la stratégie à privilégier si on veut éliminer complètement les gains en capital. Quels points importants faut-il avoir en tête quand on fait cette désignation-là? Pour que la propriété puisse être désignée comme résidence principale pour faire l'exemption, il faut qu'elle soit normalement habitée. Le normalement habité semble être assez restrictif, mais de fait, les règles fiscales sont quand même assez laxes quand ça vient à la définition de normalement habité. On n'est pas obligé de l'habiter de façon nécessairement régulière. Alors, même pour une propriété de vacances, on pourrait l'habiter, par exemple, seulement les fins de semaine ou quelques semaines par année, et ce serait suffisant pour satisfaire l'obligation que ce soit normalement habité. Alors, mais c'est quand même un critère qui doit être considéré quand ça vient à ce niveau-là. Ensuite aussi, il y a de nombreux mythes au sujet de l'exemption pour résidence principale que les gens ne comprennent pas vraiment. Par exemple, j'ai des clients qui vont dire je vis dans ma résidence aujourd'hui, ma maison, j'ai aussi mon chalet, je vais vendre ma maison, je vais demander l'exemption. Je ne paierai pas d'impôt sur le gain capital. À ma retraite, je vais déménager dans mon chalet. Et lorsque je vais décéder ou vendre mon chalet, je ne paierai pas d'impôt sur le chalet non plus. Ne réalisant pas que, étant donné qu'ils avaient les deux propriétés en même temps, puis ils ont choisi de ne pas payer d'impôt sur la maison, ils vont devoir payer de l'impôt sur au moins une partie du gain du chalet qui correspond à la période de temps où ils avaient les deux propriétés et ils ont déjà demandé l'exemption contre la maison. Alors, il faut quand même considérer que c'est un calcul qui doit se faire et on doit faire une décision au moment de la vente du premier édifice ou de première propriété. Alors, si on prend un exemple, disons qu'on a une maison et un chalet pendant une période de 10 ans et qu'à la fin de 10 ans, on vend la maison. Alors, à ce moment-là, on choisit de demander l'exemption pour ne pas payer d'impôt sur le gain capital. Étant donné que ça fait 10 ans qu'on a les deux propriétés, normalement, on dirait, mais on va exonérer pour 10 ans, mais avec les lois de l'impôt telles quelles, on peut demander seulement qu'on demande l'exemption pour seulement 9 ans. Et la loi de l'impôt permet, disons, une année de boni qu'on peut ajouter, qui est là pour permettre aux gens d'acheter et de vendre des propriétés dans la même année sans se faire pénaliser. Mais on peut l'utiliser à notre avantage. Alors, au lieu de demander l'exemption pour 10 ans au complet, on demande pour 9. Plus 1 fait 10, ça fait 10 ans qu'on l'a, on peut exonérer le gain au complet. 10 ans plus tard, disons, on décide de vendre le chalet. À ce moment-là, le chalet, ça fait 10 ans qu'on habite le chalet pendant notre retraite.
Et on ne peut pas exonérer le gain au complet parce que maintenant, ça fait une période de 20 ans qu'on a le chalet. On a déjà utilisé 9 ans d'exemption pour la maison qui nous laisse 11 ans. Alors, lorsqu'on va le vendre, on demande l'exemption pour une période d'11 ans, plus l'année de boni, puisqu'on peut demander l'année de boni à plusieurs reprises. Alors, ça nous donne 12 ans des 20 ans au complet, qui donne 60 qui veut dire qu'on va pouvoir demander l'exemption pour 60 du gain, qui laisse 40 du gain imposable. Et de ce 40 il y a seulement 50 du gain d'un gain capital qui est imposable, qui veut dire qu'on va payer de l'impôt sur essentiellement 20 de ce gain-là. Soyons honnêtes, Aurel, tout cela n'a pas l'air simple. Diriez-vous que c'est plutôt complexe? Oui, je dirais que c'est plutôt complexe et c'est sûrement pas simple. Et c'est pourquoi que je recommande fortement aux gens de consulter un comptable qui s'y connaît dans le domaine. Parce que les règlements ne sont pas clairs, sont assez complexes et les règlements changent. Toutes les lois fiscales changent à un moment donné. Par exemple, à l'automne 2016, le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs changements aux règles de l'exemption pour résidence principale. Et un de ces changements-là affecte essentiellement tout le monde. Et c'est une nouvelle règle qui exige les gens de rapporter dans leur déclaration de revenus dans l'année d'une disposition de n'importe quelle propriété, que ce soit la maison, que ce soit la propriété de vacances, ça ne fait pas de différence. Auparavant, ce qui arrivait, c'est que les gens n'étaient pas obligés de rapporter. Et le fisc, de leur côté, présumait que si quelqu'un avait vendu, par exemple, leur maison et qu'ils n'avaient pas déclaré le gain dans leur déclaration de revenus, ça voulait dire qu'ils avaient choisi d'utiliser l'exemption pour ces années là où ils avaient cette propriété. Mais ce qui arrivait, c'est que les gens vendaient la maison, ils avaient un chalet qui avait eu les deux propriétés pendant plusieurs années en même temps. Ils vendaient la maison, ils vendaient le chalet et ne déclaraient aucun gain. Alors, les gens prenaient avantage de ce système-là. Alors, ils omettaient de mettre les gains sur la déclaration de revenus. Le fisc a maintenant obligé les gens, depuis 2016, dans leur déclaration de revenus de l'année de la disposition, d'inclure dans cette déclaration la date d'achat et les produits de vente de la propriété. De cette façon-là, le fisc sait exactement quelle année et quelle propriété on a demandé l'exemption. Alors, ce n'est qu'un exemple qui démontre comment les règles, non seulement sont complexes, mais peuvent changer. Et je crains vraiment que les gens, étant donné que, par exemple, c'est une nouvelle règle, les gens se fassent prendre parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Et s'ils ne savent pas, ils ne le déclarent pas. Ils risquent que le fisc leur envoie des lettres et commence à questionner et il pourrait y avoir des répercussions fiscales. Depuis que nous avons commencé à parler de l'aspect fiscal, vous avez surtout concentré sur l'impôt sur les gains en capital. Y a-t-il d'autres types d'impôts? L'impôt sur le gain en capital n'est évidemment pas le seul impôt. Mais c'est probablement l'impôt le plus important quand ça vient au transfert ou à la disposition d'une propriété de vacances ou presque n'importe quelle propriété. Mais ça dit, quand je fais référence à l'impôt, il y a ce que je fais référence aux gros impôts et aux petits impôts. Le gain capital étant, ou l'impôt sur le gain capital étant le gros impôt. Parce que quand on parle de l'impôt sur le gain capital, on parle d'un taux qui pourrait être très près ou même au-delà dans certaines provinces de 50 Alors, le taux marginal le plus élevé, bien des provinces, est rendu à 50 Alors, pas nécessairement ce taux-là qu'on va payer, mais ça pourrait grimper jusqu'à 50 Tandis que quand je parle de petits impôts, je fais référence ce qu'on appelle des frais d'homologation. Et des frais d'homologation connus sous différents noms dans différentes provinces. Mais les frais d'homologation, en général, dans la plupart des provinces, sont 1 au plus. Alors, moins qu'1 dans même plusieurs provinces. Même au point où au Québec et en Alberta, ils sont presque nuls. Alors, c'est même pas quelque chose qui est important. Colombie-Britannique, Ontario, Nouvelle-Écosse, on parle d'à peu près 1,5 Mais quand on compare le 1,5 des actifs de la succession versus le taux de 50 qui pourrait s'appliquer au gain capital sur une propriété de vacances, on devrait vraiment concentrer notre planification sur le gros impôt
qui est le 50 sur le gain capital, étant donné que les valeurs de ces propriétés de vacances ont augmenté beaucoup dans les dernières années, versus un impôt de peut-être 1 ou moins sur la valeur au complet. Alors, ça cause beaucoup de confusion chez les gens quand on parle de quel impôt, les frais d'homologation, les frais des impôts sur le gain capital, la planification n'est pas nécessairement la même pour les deux. Alors, ça cause cette confusion-là. Et au fil des années, les règlements ont changé. On avait l'exonération de 100 000 sur les gains capital à vie pour tous les biens qui est disparu en 92 pour les immobilisations. On a aussi les transferts entre conjoints qui sont libres d'impôts. Alors, ça se peut que le transfert a été fait de propriété de vacances dans les années passées, peut-être sans impôt, que ce soit au conjoint, que ce soit des enfants, où on avait demandé un coût de base plus élevé grâce à l'exemption. Mais tout d'un coup, maintenant, on est obligé de rapporter les gains. On ne sait plus comment planifier nécessairement parce qu'il y a trop de règles qui viennent en jeu. Alors, très important de bien planifier et de consulter son conseiller financier et son comptable pour faire la bonne planification. En supposant qu'il y a un impôt à payer sur les gains en capital, quelle est la meilleure façon de s'y préparer? Quand j'aborde cette question avec les clients, je leur dis qu'il s'agit il faut regarder à financer l'impôt. Parce que vraiment, si on a déjà utilisé l'exemption pour résidence principale, il n'y a pas moyen d'éviter l'impôt. Alors, on parle strictement de financer l'impôt. Et ça peut causer un peu de confusion parce qu'il y a encore bien des gens qui pensent que s'ils ajoutent soit un enfant comme copropriétaire ou font le don à leur enfant au complet, de leur vivant, ou même à leur décès, qu'il n'y a pas d'impôt à payer. Alors, il faut parler plutôt de comment on va financer l'impôt, parce qu'on ne pourrait pas l'éviter. Et quand on regarde à financer cet impôt, on parle normalement de l'assurance vie. Parce que souvent, les jeunes ou les enfants ou la succession n'ont peut-être pas les liquidités nécessaires pour satisfaire à l'impôt qu'ils vont avoir à payer. Alors, en souscrivant à l'assurance vie, c'est souvent l'option la moins coûteuse. Mais ça dit, il faut le faire au bon temps. Il faut le faire quand on est encore jeune et qu'on est en bonne santé pour que les coûts soient raisonnables, que les taux d'assurance soient raisonnables. Parce que si on attend trop tard, peut-être qu'on n'aura pas la santé, alors les primes seraient plus élevées, ou peut-être qu'on est trop vieux et encore les primes seraient trop élevées et peut-être même plus assurables si notre santé n'est pas bonne. Alors, c'est une planification qui doit avoir lieu plus tôt que tard. D'accord. Alors, supposons que nous avons pris les mesures pour financer les impôts. Alors, les clients qui veulent laisser la propriété à des membres de leur famille, doivent-ils prendre d'autres précautions? Si la famille choisit de garder la propriété de vacances jusqu'au décès des parents, oui, le gain capital est très important, mais il y a sûrement d'autres choses qu'on doit considérer. Par exemple, qui va hériter de la propriété de vacances? Et ça, c'est une source de conflit dans bien des situations. Alors, très important d'avoir une conversation familiale, autant avec les parents que les enfants, pour savoir comment on devrait procéder. Alors, par exemple, qui se sert de la propriété de vacances aujourd'hui et qui est plus susceptible à l'utiliser dans le futur? Parce que souvent, les parents vont présumer que l'enfant qui l'utilise aujourd'hui va naturellement être celui qui va vouloir s'en servir plus tard. Mais ce qui arrive, c'est que les enfants sont très susceptibles à vouloir venir visiter les parents au chalet, mais ne sont pas nécessairement là parce qu'ils aiment le chalet. Ils sont là pour voir les parents et non la propriété même. Alors, même si les parents présument que les jeunes viennent souvent, de fait, les jeunes viennent parce que les parents sont là, pas parce qu'ils veulent avoir la propriété de vacances une fois que les parents sont décédés. Alors, il faut vraiment avoir la conversation avec l'enfant parce que l'enfant va peut-être dire, mais non, une fois que vous êtes décédé, je préfère vendre cette propriété pour en acheter une qui est plus près de chez moi ou peut-être qui subvient mieux ou c'est mieux pour mes besoins. Alors, il ne faut pas nécessairement se fier à ça seulement. Il y a aussi la question de l'entretien. Encore, les parents vont souvent présumer que, étant donné qu'il y a un enfant peut-être qui utilise ou qui vient plus souvent au chalet, que cet enfant-là qui va vouloir l'avoir plus tard et qui va automatiquement assumer les frais d'entretien. Mais en fin de compte, il n'a peut-être pas les moyens pour assumer ces frais d'entretien-là. Et même s'il a les moyens, peut-être encore une fois, il n'est pas intéressé. Alors, c'est toutes des questions qui viennent en jeu où il faut vraiment examiner la situation pour savoir quelle est la meilleure façon de procéder.
Et finalement, il faut vraiment considérer qui veut réellement hériter de la propriété. Alors, les parents, peut-être, si des enfants veulent tout, ils vont présumer que tous les enfants veulent profiter de la propriété une fois que les parents sont décédés. Mais ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, un des enfants ne le veut pas, les autres le veulent, mais l'enfant qui ne veut pas le chalet va demander aux autres d'acheter sa part, les autres n'ont peut-être pas les moyens d'acheter sa part. Alors là, tout d'un coup, on a un problème où il y en a un qui n'est pas d'accord avec les autres n'ont pas les liquidités pour l'acheter. Comment est-ce qu'on va procéder? Il n'y a pas d'entente de copropriété qui existe. Alors, ça peut être encore une source de gros conflits maintenant et dans le futur. Alors, quels conseils donneriez-vous aux clients qui doivent débattre de toutes ces questions? Bien, chaque situation est bien sûr différente, mais le premier conseil que je suggérerais, c'est de prendre son temps. Il y a bien des clients qui vont agir sans avoir nécessairement consulté les experts, que ce soit un juriste ou que ce soit un comptable ou un planificateur financier, pour leur aider à déterminer comment ils devraient procéder. Alors, par exemple, les parents vont souvent ajouter un de leurs enfants comme propriétaire conjoint ou peut-être même le donner au complet à un enfant. Et souvent, on ne va pas recommander aucune de ces solutions-là. Surtout pas celle où on ajoute un enfant comme copropriétaire. Parce que là, il y a toutes sortes d'autres choses qui viennent en jeu. Par exemple, en ajoutant l'enfant comme copropriétaire, ça va encourir le gain capital plus tôt que prévu. Ça pourrait aussi voir une situation où, une fois que le parent décède, ce n'est plus clair si l'enfant qui est copropriétaire hérite encore de sa part de la succession ou si sa part du chalet fait déjà partie de son héritage. Alors, ça cause toutes sortes de confusions, toutes sortes de conflits, parce qu'évidemment, les autres enfants vont probablement vouloir dire que non, tu as déjà eu ta part du chalet, alors tu ne devrais pas avoir le restant, tandis que cet enfant-là pourrait dire, mais non, ça c'était complètement séparé, j'ai assumé des dépenses. Alors, si le transfert n'est prévu qu'après le décès des parents, encore une fois, je recommande de garder les choses aussi simples que possible. Et normalement, ceci voudrait dire diviser la succession à part égale parmi les enfants. Et bien qu'équitable ne veuille pas dire égal, pour les enfants, souvent égal veut dire équitable. Alors, les clients devraient éviter de préciser dans leur testament qu'est-ce qui est laissé à quel enfant, parce qu'ils ne savent pas nécessairement ce qu'elle va valoir chaque actif ou chaque bien au moment de leur décès. Et ils ne savent pas nécessairement si la valeur va être égalisée de cette façon-là. Alors, il est probablement plus simple de simplement laisser à part égale dans leur testament. Les clients doivent s'asseoir avec leurs enfants pour déterminer qui va hériter de la propriété. Et ils doivent aussi déterminer quelle est la valeur de cette propriété-là, si ça va par exemple à un enfant, versus le solde de la succession qui irait aux autres enfants. Et s'assurer que c'est égal ou équitable, dépendant de ce qu'ils veulent vraiment. Alors, prenons un exemple. Disons que la succession au complet a une valeur de 2 millions de dollars et que la propriété de vacances a une juste valeur marchande de 600 000 dollars. Alors, s'il y a 3 enfants et on veut laisser le chalet à un enfant, à la surface, on penserait chalet de 600 000 dollars, 3 enfants, un tiers vaut plus que 600 000 dollars, alors il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il faut regarder à la valeur après impôt. Alors, c'est souvent ce qui est oublié, c'est qu'on ne peut pas simplement se baser sur la valeur avant impôt, il faut toujours regarder à la valeur après l'impôt. Alors, comme aussi, il y a toujours l'impôt sur le gain capital du chalet qu'il faut considérer. Il faut aussi considérer l'impôt sur les autres actifs de la succession. Par exemple, s'il y a des REER ou des FER, bien des gens présument qu'un REER de 500 000 veut dire qu'il va y avoir 500 000 dans la succession à distribuer. Et ça, qu'il y ait un bénéficiaire de nommer sur le régime ou que ce soit dans le testament. Mais en réalité, au décès du deuxième conjoint ou du conjoint survivant, le REER ou le FER devient 100% imposable. Alors, un REER ou un FER de 500 000 pourrait valoir 250 000 après que l'impôt de 50 ou jusqu'à 50 est payé. Alors, il faut considérer qu'après impôt, la succession ne vaudrait peut-être pas ce qu'on avait prévu. Et alors, si on prend un exemple d'une succession qu'après impôt vaut 1,5 million de dollars et qu'on veut laisser le chalet de 600 000 à un enfant, évidemment, il y a un problème. Alors,
il n'y a pas suffisamment d'argent de reste ou de valeur de reste après impôt pour que les autres enfants aient une valeur égale à ce que l'enfant qui va recevoir la propriété de vacances aura de la succession. Alors, quelle est la solution? La solution la plus moins coûteuse, disons, dans bien des cas, c'est l'assurance. Alors, l'assurance vie, et on a un choix que ce soit peut-être l'enfant qui va recevoir le chalet pour acheter, par exemple, une police d'assurance de 100 000 sur le conjoint survivant. Et à ce moment-là, le 100 000 pourrait être utilisé pour égaliser la valeur avec les deux autres enfants. Alors, ou les parents pourraient souscrire une police d'assurance vie pour essayer d'égaliser les choses, mais les parents, il faudrait probablement qu'ils en achètent une police beaucoup plus élevée. Alors, probablement environ 300 000 Le 300 000 s'ajoute à la succession de 1,5 million. Et alors là, on a 1,8. 1,8 divisé par 3 donne 600 000 de chalet à 1 et le 600 000 aux autres pour que ce soit égal. Alors, toutes ces choses-là viennent en jeu qu'il faut vraiment considérer les valeurs après impôt et non seulement les valeurs avant impôt. Est-il parfois préférable de transférer la propriété à un enfant avant le décès des parents? Bien des familles attendent le décès du deuxième parent avant de transférer la propriété, mais il peut y avoir des situations où c'est quand même avantageux d'effectuer le transfert avant le décès. Ça dit, normalement, je ne vais pas recommander le transfert avant le décès, mais peut-être si le parent n'est pas en bonne santé, n'utilise plus le chalet, peut-être ce serait avantageux. Faut cependant aussi considérer qu'il il y a d'autres effets. Par exemple, comme on a déjà mentionné, le gain capital qui sera réalisé. Alors, dès qu'il y a un transfert à quelqu'un autre qu'un conjoint ou un conjoint de fait, le gain capital sera réalisé et l'impôt sera payé. Alors, il faut avoir les liquidités. Si on effectue le transfert sans la vente, bien, il y aura pas est-ce que le parent va avoir les liquidités pour payer l'impôt. Alors, c'est une chose qu'il doit considérer. Comme je l'ai déjà mentionné, bien des gens s'imaginent aussi qu'ils pourraient ajouter un propriétaire conjoint et que ça pourrait aider. Puis peut-être ça fait du bon sens encore si le parent n'utilise pas la propriété. Mais ça dit, ça peut encore une fois susciter des problèmes. Que ce soit au niveau de si l'enfant a une rupture de la relation, alors un divorce, une séparation, ou des problèmes de créanciers, cet actif-là devient maintenant susceptible à être divisé ou être obligé de la vente, possiblement même dans le cas des créanciers. Alors, il faut être très à l'aise avec l'ajout ou le don à un enfant avant de procéder de cette façon-là. Il y a aussi la question à savoir si on a ajouté un des enfants comme copropriétaire, est-ce que cette demi ou la moitié de cette valeur de cette propriété fait partie de la succession et alors est divisible avec les autres bénéficiaires, ou est-ce que cette demi-là fait déjà partie de la succession ou le montant que cet enfant-là devrait recevoir de la succession? Alors, ça peut causer beaucoup de confusion. Et alors, c'est encore quelque chose normalement, c'est pas recommandé d'ajouter les copropriétaires. Ça peut être avantageux, mais il faut vraiment lui réfléchir avant de vraiment procéder. Les gens plus âgés doivent aussi réaliser que s'ils ajoutent un enfant comme copropriétaire et qu'ils réalisent un gain en capital, ce gain en capital s'ajoute à leur revenu imposable et s'ajoute au revenu net, qui est dans le calcul du revenu imposable. Et ce revenu net-là est utilisé pour déterminer s'il y a une récupération des prestations de sécurité de vieillesse. Alors, si le gain est trop élevé ou que l'individu a déjà beaucoup de revenus dans sa déclaration d'impôt, ajouter le gain en capital lors de l'ajout d'un copropriétaire ou du transfert à un autre enfant pourrait possiblement causer la récupération de la sécurité de vieillesse. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Il y a aussi la question de contrôle. L'ajout d'un copropriétaire veut dire qu'on ne peut plus agir avec le contrôle à 100 %. Alors, si le parent désirait hypothéquer ou transférer ou vendre la propriété, il aurait besoin de la permission du copropriétaire. Alors, ajouter un copropriétaire engendre beaucoup plus de restrictions de la part du parent. Alors, une autre chose qu'on doit considérer avant d'avancer dans cette direction-là. Et dernièrement, si on est au Québec, il n'y a pas de concept vraiment de droit de survie au Québec, qui veut dire que si, comme parent, j'ai une propriété et que j'ajoute un de mes enfants, lorsque je décède,
cet enfant-là ne va pas automatiquement nécessairement recevoir la propriété au complet. Alors, ça pourrait laisser des surprises possiblement. Si on pensait qu'en ajoutant l'enfant comme copropriétaire, ça voudrait dire que le bien passerait à cet enfant-là directement. Au Québec, le droit de suivi n'existe pas. Alors, normalement, ce bien-là va passer par la succession et ensuite être divisé selon le testament du décédé. Disons que l'un des enfants veut vraiment avoir la propriété de vacances et les parents sont prêts à s'en départir. Est-ce qu'ils pourraient l'acheter tout simplement? Oui, et s'il l'achète à la juste valeur marchande, de fait, ça pourrait être la solution la plus simple et même quelque chose qui serait recommandé. Parce qu'en l'achetant à la juste valeur marchande, ceci voudrait dire qu'on réaliserait le gain en capital, mais les produits de vente permettraient aux parents d'avoir les liquidités pour payer l'impôt. Et on enlève toute la question des autres enfants et égaliser la succession, etc. L'enfant a payé une juste valeur marchande pour avoir la propriété. On a essentiellement enlevé tous les problèmes. Là, ça ne va pas toujours fonctionner de cette façon-là. Il y a des situations peut-être où s'il y a plus d'un enfant qui désire acheter la propriété et ils veulent se mettre ensemble pour l'acheter, là, ça serait fortement recommandé qu'ils aillent voir un conseiller juridique pour rédiger une entente de copropriété pour prévoir qu'est-ce qui arriverait s'il y en avait un qui avait une rupture dans leur relation, par exemple, ou un décès, ou s'assurer qu'on s'entend sur les dépenses d'entretien, toutes les autres choses qui pourraient possiblement survenir. On aimerait avoir l'attente de copropriété avant, parce que si on ne la fait pas avant, ça va être très difficile de le faire après. Alors, ce serait fortement recommandé qu'ils procèdent de cette façon-là. Aussi, les clients doivent savoir que si la vente se fait à moins que la juste valeur marchande, qui est possible, il pourrait y avoir double imposition. Ce que je veux dire par double imposition, c'est que si, par exemple, je vends ma propriété de vacances à mon enfant et je lui vends pour moins que la juste valeur marchande, je serais tout de même présumé avoir reçu la juste valeur marchande pour la propriété et le gain en capital serait calculé en conséquence. Alors, le gain en capital serait basé sur ce que vaut le chalet aujourd'hui, mais le prix de base de l'enfant serait ce que l'enfant a payé. Alors, il n'y a pas de matching, disons, qui veut dire que une partie du gain en capital pourrait être composée deux fois. Une fois lors de la vente entre les mains des parents et une autre fois entre les mains de l'enfant lorsque l'enfant va faire le transfert à peut-être ses enfants ou une vente dans les années futures. Alors, il faut vraiment faire attention à la double imposition si c'est une vente à moins que la juste valeur marchande. Là, il y a quand même une façon d'essayer d'éviter cette double imposition si on veut le vendre à moins que la juste valeur marchande. Il s'agirait d'utiliser un billet à ordre. Alors, en utilisant le billet à ordre où l'enfant aurait le billet qui représenterait soit la pleine valeur ou une partie de la valeur. Et ensuite, dans le testament du parent, il pourrait faire est-ce que le billet à ordre représente une partie de l'héritage de cet enfant-là, alors on pourrait possiblement le pardonner au complet ou en partie dans le testament de façon à ce que l'enfant n'ait pas nécessairement à rembourser le billet. Il faut juste faire attention, cependant, que si on a présumé que la succession aurait une certaine valeur quand on a rédigé le billet à ordre et que la succession en vaut moins au moment du décès, bien, à ce point-là, il pourrait y avoir une situation où l'enfant, on avait prévu, ne serait pas obligé de rembourser, serait obligé d'en rembourser une partie pour égaliser la succession avec ses frères et sœurs. Il peut être difficile pour les enfants de réunir une somme importante si rapidement, évidemment. Quelle stratégie les clients peuvent-ils envisager pour faciliter la vente? Les parents pourraient permettre à l'enfant de répartir les paiements, par exemple, sur plusieurs années. Et de fait, la loi de l'impôt a des règlements qui permettent d'étaler les paiements sur une période jusqu'à 5 ans et de reporter une partie du gain en capital imposable sur cette période de 5 ans. Alors, ce qui peut être très avantageux pour l'enfant, parce que l'enfant n'a peut-être pas les liquidités dans l'année d'achat pour payer un plein montant. Alors, ça lui donne 5 ans à trouver l'argent pour faire les versements. Ça permet aussi aux parents de reporter une partie de ce gain en capital, qui ensuite peut peut-être être sujet à un taux d'imposition moins élevé, parce qu'à mesure que le revenu monte, le taux monte. Alors, si on peut l'étaler sur des années où les revenus sont peut-être plus bas, ça permet alors d'économiser de l'impôt au niveau des parents. Ça dit,
il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Et le montant qu'on peut reporter doit être ce qu'on considérait un montant raisonnable. Et quand on parle de montant raisonnable, la loi de l'impôt a quand même une formule qu'on doit utiliser. Et on regarde essentiellement au solde des paiements qui n'ont pas été reçus par les parents versus le montant de la dette au complet. Et on multiplie ce montant-là par le gain en capital pour savoir quel montant peut être reporté. Alors, essentiellement, c'est relié au montant à recevoir. Et il faut cependant comparer ce montant-là à un minimum qui est aussi prescrit. Et ce minimum est essentiellement 20 du gain au minimum par année. Et je dis au minimum parce que si on a une situation où, dans la première année, le versement est plus que 20 on devra prendre plus que 20 du gain dans son revenu dans cette année-là. Alors, il peut y avoir des situations où, par exemple, si l'enfant met un dépôt de 50 dans la première année et le solde est versé sur les 4 prochaines années, le parent sera obligé d'assumer 50 du gain dans sa déclaration de revenus dans l'année de la vente et pourra étaler le restant dans les années qui suivent. Là, comme j'ai mentionné, cette stratégie permet possiblement une économie d'impôt avec le report peut-être dans des taux moins élevés, mais on peut aussi avoir des situations où, dans ces années, si on avait la vente dans la première année, il y aurait peut-être un gros gain qui causerait une récupération de la prestation de sécurité de vieillesse pour les parents qui sont de 65 ans ou plus. Mais si on pousse le revenu du gain en capital sur une période de 5 ans et qu'il s'agit d'un assez gros gain, on pourrait avoir une situation où non seulement on aurait une récupération dans une année, on pourrait avoir une récupération sur 2, 3, 4, jusqu'à 5 ans. Alors, il faut vraiment faire le calcul pour comparer l'économie d'impôt versus ce qui serait possiblement perdu, soit en prestation de sécurité de vieillesse ou peut-être d'autres avantages que reçoit le parent du gouvernement ou d'autres ressources. Alors, il faut faire attention et, encore une fois, suggérer de consulter ou d'avoir les conseils d'un comptable ou d'un conseiller financier avant de commencer à reporter des revenus. Même si ça paraîtrait être avantageux, ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Finalement, Aurel, pour la grande majorité des gens, quel est votre message principal? Dans la plupart des cas, c'est recommandé que le testament soit rédigé de façon à ce que le patrimoine successoral soit divisé de façon égale avec les enfants. Pour plusieurs raisons dont on a mentionné pendant notre session aujourd'hui, mais en particulier parce qu'on ne sait pas ce que la valeur va être de chacun de ces items-là et on ne sait pas nécessairement quel va être l'impôt. Alors, c'est très difficile de prévoir qu'est-ce qui sera égal et qu'est-ce qui sera équitable. Alors, en laissant à part égale, on devrait éviter beaucoup des conflits. Dans le meilleur des cas, on aurait seulement un enfant qui serait intéressé dans la propriété de vacances. Dans ce cas-là, la seule inquiétude serait de s'assurer qu'il y a suffisamment de liquidité dans la succession pour légaliser et qu'il y a les liquidités pour payer l'impôt. Et si c'est ça le cas, les clients devraient s'asseoir avec le planificateur financier, déterminer ou prévoir quel serait l'impôt, quelle serait la valeur de la succession et s'il y a un besoin d'assurance pour s'assurer qu'on puisse égaliser, ce serait le temps de le faire encore quand on est un peu plus jeune et en bonne santé, qu'étant trop tard et qu'on paye beaucoup plus ou qu'on n'a peut-être même pas l'option de le faire. Aussi, si le chalet est convoité par plus d'un enfant, là encore, ça devient un peu plus compliqué. On peut leur laisser à part égale dans le testament, mais il serait fortement recommandé qu'on aille voir un juriste pour rédiger une entente de copropriété avant le décès des parents, pour qu'on puisse prévoir qu'est-ce qui arriverait au décès d'un des copropriétaires, qu'est-ce qui arriverait s'il y avait un divorce ou s'il y avait une mésentente, des conflits, comment on va résoudre les choses. Parce que si on ne peut pas se mettre d'accord sur cette entente-là avant le décès des parents, ça va être quasi impossible de faire après le décès des parents. Alors, dernièrement, j'aimerais simplement dire que c'est très important de travailler avec les professionnels, les comptables, les avocats, les notaires, les planificateurs financiers pour s'assurer qu'un bon plan est mis en place. Ça va aider à minimiser les conflits. Il n'y a pas de garantie que ça va tout résoudre, mais ça devrait éviter des conflits et essayer de rendre les choses aussi simples que possible, non seulement pour les bénéficiaires, mais aussi donner un peu de paix à l'esprit des parents. Aurel Courcelle, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. Merci.